Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici les titres de cette édition d'information. Une série de rencontres au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le ministre Mori Kondé a échangé avec les responsables des structures syndicales du pays. La reprise normale des cours dans les écoles au centre des discussions. Et puis les travaux du comité technique de la santé ont pris fin à Zérékoré. 5 jours d'intenses activités qui ont abouti à plusieurs recommandations. Les autorités s'engagent à les mettre en œuvre pour le bien des populations guinéennes. Et enfin, 25 millions de dollars pour le projet de production alimentaire d'urgence. Le montant va servir à l'achat des intrants agricoles et des semences. Le temps est donné avec la remise officielle dans la préfecture de Forikaria. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, audience au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le chef du département a reçu les représentants des associations, des ressortissants des 33 préfectures et ceux des structures syndicales. Des actions pour le développement des communautés à la base et la reprise des cours ont été abordées. Amadou Touré. C'est une rencontre portant sur l'identification des actions communautaires dans le plan de développement local PLD des collectivités. Elle s'inscrit en prélude à l'organisation du Forum de développement territorial, une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle a connu la présence de ses représentants des associations de ressortissants des 33 préfectures du pays. À l'expiration des plans de développement local de l'ensemble des 362 collectivités, le ministère voudrait initier une campagne d'actualisation de ces PDL à l'échelle du pays et pour permettre l'inscription de toutes les actions, comme d'ailleurs l'oblige la loi sur la décentralisation en Guinée. Le PDL reste l'outil principal et de référence d'investissement dans les communes. Et pour permettre de prendre en compte tout le monde, nous nous sommes dit d'inviter les associations de ressortissants de l'ensemble des préfectures pour partager avec eux la nouvelle vision du département et du gouvernement, les inviter à inscrire désormais leurs actions dans ces PDL qui vont être bientôt revisés, mais également les inviter à participer au forum de développement territorial qui seront l'espace de planification des actions macro qui ne sont pas prises dans les PDL des communes. Dans la plupart de nos localités, surtout les zones les plus reculées, c'est les ressortissants et les résidents qui construisent des écoles, qui cherchent des enseignants communautaires qu'ils payent, qui font des infrastructures routières, qui mettent en place des forages et des addictions à l'eau potable. Peu après cette cérémonie, le ministre Mori Kondé et les ministres sectoriels chargés de l'enseignement préuniversitaire ont eu cet entretien avec ses représentants des structures syndicales de l'éducation et enseignants contractuels. Les discussions ont porté sur la situation des enseignants contractuels, les modalités de leur recrutement à la fonction publique et celle du paiement de leur arriéré de salaire. Ce soir, nous nous sommes entendus que les représentants du gouvernement, que sont le ministre du Budget, le ministre de l'Éducation nationale et moi-même, ministre de l'Administration du territoire, de rendre compte à monsieur le premier chef du gouvernement de la volonté des enseignants contractuels de renoncer à leur arriéré de salaire à condition que le gouvernement puisse diligenter très rapidement leur identification et leur engagement à la fonction publique locale et aussi trouver la possibilité de les accompagner afin qu'ils puissent rejoindre les concessions scolaires. Les enseignants contractuels à leur niveau aussi, avec les différents syndicats de l'éducation, ils vont se retrouver pour matérialiser leur engagement sur le papier afin que le jeudi, à l'issue du Conseil des ministres où M. le Premier ministre présentera la position du gouvernement, pour qu'on puisse se retrouver pour signer un protocole final visant à envoyer tous les enseignants contractuels dans les concessions scolaires et entamer le processus de leur biométrie, identification et engagement avec matricule à la fonction publique des collectivités. Le message que j'ai à lancer à l'ensemble des enseignants contractuels de Guinée, c'est d'être serein et de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, de croire à la détermination de leurs représentants de la coordination nationale du collectif pour la défense de leurs intérêts. Et je crois le fait de renoncer à ces primes, l'État a compris réellement la volonté manifeste des enseignants contractuels pour servir l'école de la République et des mesures d'accompagnement vont être définies aussi pour pouvoir
permettre à ces enseignants contractuels de rejoindre le plus rapidement que possible leur lieu d'affectation. Cette rencontre fait suite au débrayage depuis l'ouverture des classes par les 18 627 enseignants contractuels pour non-paiement d'une année de salaire et non-régularisation de leur situation administrative à la fonction publique. Et puis, à quelques heures de la rentrée universitaire 2023-2024, pas de répit au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une mission du département poursuit ses visites dans les concessions universitaires du pays. À Boké, des questions pédagogiques et l'état des infrastructures retiennent toute l'attention des autorités. Mounir Bari. C'est la course contre la montre d'ici le 16 octobre prochain. À l'Institut supérieur de mines et géologie de Boké, il s'agit de s'assurer que les questions de gouvernance, d'infrastructures ou encore des équipements pédagogiques sont réglées pour une rentrée apaisée. C'est pour nous assurer de la bonne marche de l'ouverture dans nos différentes institutions d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes à Boké, un œil nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu des rénovations, il y a eu de la construction, des infrastructures, des équipements. Nous sommes très heureux de voir le travail qui est en train d'être fait ici, académiquement, mais aussi pédagogiquement. Nous sommes prêts à recevoir les étudiants et à démarrer l'année. La première disposition, c'est les infrastructures pédagogiques. Les infrastructures pédagogiques, on a fait passer tout en revue. On a les salles de classe, nous avons tous les équipements pédagogiques disponibles et nous avons le personnel enseignant. Nous avons aussi les dortoirs. Après un tête-à-tête avec les cadres de l'institution, place à la visite des installations pour constater l'évolution des chantiers et la disponibilité des équipements pour les travaux pratiques. On a pris la mesure avec les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur de faire une contournante. La mesure a été prise par les autorités de l'Institut et aujourd'hui c'est chose faite. On a une contournante qui est faite au moins pour permettre aux usagers de la route de l'intérieur d'accéder déjà au village. Après cette série de visites et d'entretiens, des recommandations sont formulées. La visite a été bouclée par un tour à l'Institut supérieur de formation à distance. Là également, des dispositions sont prises et des recommandations formulées. Et justement, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation porte à la connaissance des étudiantes et étudiants, anciens chercheurs, fondateurs, recteurs et directeurs généraux des institutions publiques et privées d'enseignement supérieur que conformément à la note de service numéro 226 portant fixation de la date de la rentrée du calendrier universitaire 2023-2024 et des frais d'inscription et de réinscription en date du 14 octobre 2023, la rentrée universitaire 2023-2024 est fixée au lundi 16 octobre 2023 à 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation invite les fondateurs, recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur à prendre toutes les dispositions idoines pour assurer une rentrée universitaire effective à la date indiquée. Il est à rappeler que les inscriptions et réinscriptions ainsi que les cours démarreront le 16 octobre 2023. À cette occasion, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation félicite à l'avance le personnel enseignant-chercheur et les administrations universitaires des bonnes dispositions qu'ils prendront pour assurer le déroulement correct de l'année académique 2023-2024. Vive l'université guinéenne, Conakry le 14 octobre 2023, signé Dr Diaka Sidibé. Les acteurs du système éducatif guinéen et les partenaires sont également en conclave à Conakry. Ils travaillent sur le Fonds commun de l'éducation. 3 départements ministériels prennent part à cette rencontre qui vise à élaborer et à restituer le diagnostic institutionnel de ce fonds mis en place par les autorités. Terno Maroufbah. Le programme décennal de l'éducation, politique unique du secteur couvrant la période 2020-2029. Un programme ambitieux qui vise à améliorer le secteur de l'éducation
et de la formation en prenant en compte les principales recommandations du diagnostic issu du rapport de l'état du système éducatif. À Conakry, les acteurs du département de l'éducation, principaux concernés du Fonds commun de l'éducation, se retrouvent pour la restitution finale du diagnostic institutionnel. Financer le Fonds commun pour l'éducation qu'on appelle le BAS-FCE, aligné aux procédures nationales avec le budget d'allocation spéciale, ce sont des fonds non fongibles. La non-fongibilité des fonds veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit l'urgence à laquelle l'État fait face, il ne doit toucher à aucun sein de ces fonds-là. L'objectif de ce diagnostic est de dresser la situation du Fonds commun de l'éducation, mais aussi faire un état des lieux des difficultés de mise en œuvre après 2 ans d'exécution. Les partenaires comme l'AFD, l'Agence française de développement, l'UNICEF et GPE accompagnent le recouvrement de ce fonds estimé à plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez 3 partenaires qui contribuent à hauteur de 62 millions de dollars, convertissez ça en francs guinéens à date. Et il y a également d'autres partenaires qui participent. Il y a le gouvernement guinéen également qui participe. Mais pour autant, ces 57 milliards, il y a un gros gap encore qui reste à financer. D'où la nécessité de poursuivre la recherche de fonds pour continuer à couvrir la stratégie nationale de l'éducation. Au cours de cette élaboration du diagnostic institutionnel du Fonds commun de l'éducation en Guinée, des recommandations seront formulées afin d'améliorer et accélérer la mise en œuvre du Fonds commun de l'éducation. Au même moment, le projet Garantir l'accès à l'éducation des enfants et des adultes est arrivé à son terme. Dans la préfecture de l'Abbé, ce projet a eu un impact important sur les communautés de Fadi et Sanou. Des écoles sont construites ainsi que des logements entièrement équipés. Détail avec Sarafudine Diallo et son enseignant. Nous sommes à Tchaléré, dans la commune rurale de Afia. Ici, c'est un ouf de soulagement pour près de 300 élèves et leurs parents, après la remise officielle de ces 3 classes dans un bâtiment entièrement équipé. Cette école qui date de 1990 a été aussi alimentée en eau potable, des actions réalisées grâce à l'appui de l'association Hali Poula, financier de Victoria Gasteiz d'Espagne, en collaboration avec l'ONG Guinée Verte Aide. C'est un projet qui s'inscrit dans l'atteinte des objectifs du développement durable relatifs à l'éducation. Il vise à améliorer les compétences, les conditions de travail des enseignants et des apprenants d'une part, et la participation des femmes à l'éducation des enfants d'autre part. Nous remercions la mairie d'Espagne à travers l'association Hali Poula et l'ONG SOS Guinée Verte. Nous promettons de prendre soin de cette école pour un avenir meilleur des enfants de Tchaléré. Nous promettons de les suivre jusqu'à leur sortie de l'université. Grâce au projet Garantir l'accès à l'éducation des enfants et adultes, il y a eu plusieurs modules de formation au bénéfice des citoyens de Tchaléré. Grâce à ce projet, on a été formé sur la vie associative, sur la participation communautaire, sur la scolarisation et maintien des filles à l'école, lutter contre les MGF et mariage précoce. Il faut voir ce qui s'est réalisé, des logements flambant neufs, des écoles, des classes bien équipées et surtout l'adduction d'eau. Donc c'est une ONG qui est crédible. La mise en œuvre de ce projet a permis de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, de promouvoir des espaces inclusifs, des participations communautaires et de renforcer le rôle des femmes au sein de la communauté, tout en garantissant l'avenir de leurs enfants. Dans l'actualité encore, la Guinée prend part aux travaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Cette rencontre a permis à la représentation diplomatique en France d'exposer et de défendre les réformes en cours dans notre pays. Les images sur place de Mohamed Souma sont commentées ici par Falilou Diallo. Cette rencontre de haut niveau se tient au lendemain de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, où le chef de l'État guinéen a fait bonne figure à travers un discours engagé panafricaniste. Toute chose que réitère le représentant guinéen lors de cette assemblée dans le cadre de la refondation de l'État guinéen. La présente session qui se tient au lendemain de la
78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue à New York, est une opportunité pour le Conseil exécutif de l'UNESCO de cerner davantage les problèmes relevant de ces domaines de compétences qui assaillent l'humanité en général et l'Afrique en particulier. Au cœur de ces défis figurent les questions majeures de justice, de paix et de développement. Les défis à relever dans l'enseignement supérieur sont immenses, c'est les secteurs prioritaires multiples. En Guinée, en matière d'assurance qualité du système éducatif, des efforts sont fournis et des résultats obtenus. Au niveau de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'assurance qualité dans les pays francophones d'Afrique, des efforts ont été fournis et des résultats obtenus, ouvrant ainsi aux jeunes de meilleures perspectives d'emploi. Nous félicitons la tenue au Sénégal de la 2e réunion de la Convention révisée sur la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes, des grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États africains organisée par l'UNESCO. Avec une diplomatie offensive et au service du développement, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO aide la Guinée à sortir la réserve du Mont Nimba de la liste du patrimoine en péril. Déjà, lors de la 45e session, près de 8 biens culturels africains sont inscrits au patrimoine culturel élargi. Et puis, fin de mission pour l'ambassadeur de l'Égypte en Guinée. Le diplomate est allé dire au revoir au ministre des Affaires étrangères, occasion de passer en revue les liens et les perspectives de coopération entre Conakry et le Caire. Makeme Donzour. Cette poignée de main entre l'ambassadeur de l'Égypte et le ministre des Affaires étrangères marque la fin de la mission du diplomate Tamer El Miliji en terre guinéenne. Après 4 ans de collaboration, l'ambassadeur égyptien repart avec de bons souvenirs. La Guinée m'a reçu chaleureusement. J'avais l'honneur de connaître beaucoup de personnalités ici. Bien sûr, je ne peux pas oublier le soutien que j'ai reçu de son Excellence le ministre des Affaires étrangères, qui m'a beaucoup aidé pour ma mission ici. Et l'Égypte et la Guinée sont une histoire de fraternité historique. Et j'espère que j'ai pu, avec le soutien de son Excellence, avec le soutien de tous les ministres guinéens, et bien sûr son Excellence le chef d'État, le président de la République, j'espère que j'ai pu faire quelque chose pour consolider encore plus nos relations fraternelles. Le ministre Dr Maurice Anda félicite l'ambassadeur égyptien de son engagement sans cesse renouvelé à accompagner la politique du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Au nom du chef de l'État, du président de la République, je lui ai présenté notre gratitude, nos remerciements pour le travail important qu'il a fait en Guinée, et le travail aussi sérieux dans la diplomatie entre nos deux pays. Et aussi dans le groupe que nous avons créé ici, le groupe arabe. Ça a été une grande innovation ici en Guinée, mais au-delà de cela, nos relations bilatérales ont été renforcées dans tous les domaines. Et l'ambassadeur s'est aussi engagé dans des domaines souvent particuliers. Par exemple, l'évacuation, le rapatriement de nos compatriotes au Soudan. Il s'est mis à notre entière disposition pour faire venir nos compatriotes. Les deux parties comptent consolider cette collaboration pour ouvrir de nouveaux horizons afin de redynamiser davantage les relations diplomatiques entre la Guinée et l'Égypte. Et pendant ce temps, l'opération africaine Grand Memo vient de prendre fin dans les pays du Golfe de Guinée. À Conakry, la campagne a mobilisé tous les acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer, ainsi que la société guinéenne de pétrole. Une initiative qui vise à renforcer les capacités des marins dans la lutte contre l'insécurité maritime. Voici les images fortes de cette campagne avec adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Depuis 4 jours, les acteurs intervenant en mer renforcent leurs capacités opérationnelles à travers une manœuvre sous-régionale. Grand Africa Memo regroupe les pays du Golfe de Guinée qui s'étendent du Sénégal à l'Angola. Pour cette 6e édition, les participants s'exercent sur plusieurs scénarios: la pêche illicite, la pollution maritime, le sécurisme, la piraterie, la prise d'otages et la lutte contre le trafic de drogue.
Et dans le cadre de l'exercice Grand African Nemo, nous coordonnons tous les exercices en mer à partir du CO et nous recueillons ici toutes les informations, toutes les données venant des unités qui sont engagées en mer dans le cadre de l'exercice. Nous communiquons également avec le sémaphore qui est le centre de veille radio et radar de l'armée de mer. Cette manœuvre maritime sous résonance se fixe pour objectif le partage d'informations, de renseignements et de renforcement des capacités. La marine nationale, la gendarmerie maritime et fluviale, la compagnie nautique du groupement des forces spéciales, la protection civile, la préfecture maritime, le centre national de surveillance de pêche, l'armée de l'air et la société Alport ont pris part à l'exercice. Au niveau national, c'est la préfecture maritime assure la coordination et regroupe tous ces acteurs qui se préparent à participer à l'échelon sous-régional de cet exercice. Il faut comprendre que l'exercice qui se passe maintenant à Conakry se passe dans toutes les autres zones, c'est-à-dire toute la sous-région. L'exercice nous a apporté beaucoup d'expérience et surtout de nouveaux enseignements qui nous permettent d'améliorer nos façons de faire, nos capacités opérationnelles et la mise à niveau. Parce que quand il évolue en sous-lieu, ne pas connaître tes faiblesses, tes bas côtés et tes capacités, la puissance et tes forces quand de nouvelles situations se présentent. Grâce à ce genre d'entraînement et à l'acquisition d'équipements de qualité, la Marine nationale enregistre des performances dans la lutte contre les produits prohibés en mer. Des tonnes de chanvre indien récemment saisies à Fourekaria viennent d'être incinérées. La destruction de cette quantité vise à freiner le trafic et la consommation de la drogue dans notre pays. Et si cette opération a réussi, c'est bien grâce à la bonne collaboration entre les acteurs de la chaîne pénale. Terno Younoussaba. C'était record de la lutte contre le trafic de la drogue. À Fourekaria, ce sont 4 tonnes de chanvre indien qui sont incinérées. La drogue a été saisie ces derniers mois le long de la frontière avec la Sierra Leone. C'est le résultat d'une synergie d'action entre le parquet d'instance de Fourekaria et les forces de défense et de sécurité. Grâce à la politique pénale de mon parquet et grâce à la détermination des agents de sécurité, nous parvenons aujourd'hui à endiguer ce phénomène. Pratiquement, c'est depuis mon arrivée, avec la politique pénale de mon parquet, nous avons pu mettre main sur ces individus. Ça sera tolérance zéro, comme vous le savez. Depuis ma nomination en tant que procureur de la République, vous avez constaté que nous avons organisé beaucoup d'audiences criminelles ici, où les gens ont été condamnés. Donc, ça sera tolérance zéro pour tout individu qui sera arrêté en possession de la drogue. Déjà des perspiqués dans la consommation et la circulation du chanvre indien sont jugés sur leur peine à Fourekaria, une politique pénale bien appréciée par les citoyens. Nous dirons merci la force de défense et de sécurité, merci beaucoup. L'effort louable qu'ils sont en train de faire, parce que sans leur vigilance, on n'a pas main sur ça. Nous demanderons aisément l'autorité supérieure de nous laisser ériger les barrages vu notre puissance géographique. Pour ne pas sans savoir, Fourekaria, on a 116 points qui vont de rentrer. S'il n'y a pas de barrage, ériger des barrages, ils vont passer n'importe comment. On croit que ça va envahir. Je suis content pour la situation du chanvre indien là, qui détruit la plupart des jeunes, précisément dans la préfecture de Fourekaria. Actuellement, la plupart des jeunes ne font pas des choses au sérieux. Ils se sont adonnés à la drogue, à la consommation du chanvre indien. À travers cette opération d'incinération, les autorités préfectorales expriment leur détermination à lutter contre la drogue, dont la circulation reste un problème dans la zone. Et pendant ce temps, je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, les travaux du comité technique de santé ont pris fin dans la région de Zérékoré. La rencontre de 5 jours a débouché sur des recommandations concrètes en faveur de notre système sanitaire. Avec plus de 200 participants, le ministère de la Santé et des partenaires techniques s'engagent à mettre en œuvre ces différentes recommandations. Adia Toubari est sur place. L'analyse des problèmes et l'identification des pistes de solutions, c'est l'enjeu de ces travaux du comité technique de coordination de la santé. Sur 22 services qui ont présenté les résultats de leur diagnostic, 13 sont dans la catégorie de haute performance. Des acquis certes, mais l'amélioration des indicateurs au niveau des points faibles est un axe central. Il y a 2 tours des journées de vaccination qui concernent l'ensemble du pays et qui vont se faire en fin octobre et en fin novembre. C'est vraiment notre première priorité.
La deuxième priorité, comme vous le voyez, on a posé les premières pierres des hôpitaux régionaux. Le démarrage des travaux de ces hôpitaux, ça doit être quelque chose d'imminent. Le comité technique de coordination de la santé est la plus haute instance d'évaluation du niveau d'exécution de la politique hospitalière en Guinée. Elle permet aux partenaires techniques et aux bailleurs de fonds de mieux orienter leur appui financier. En rapport avec tous ces différentes maladies et selon les priorités du ministère, comme cela a été défini dans ce cadre de coopération que nous démarrons cette année et que nous allons mettre en œuvre pendant les 5 prochaines années, justement, ont pris en compte la plupart de tous ces aspects qui ont été présentés et ensemble, nous allons continuer à travailler. Il y a des aspects positifs, nous allons continuer. Toute la mobilisation communautaire pour élaguer, quand c'est possible, les réticences au niveau communautaire pour tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons continuer des aspects très pratiques sur tout ce qui est santé de la mère et de l'enfant. Parmi les programmes en jeu, celui de la lutte contre le cancer. À travers le comité, de nouvelles approches de thérapie sont mises à contribution. Nous sommes en train d'élaborer des projets concernant la construction de l'Institut national du cancer. Donc l'OMS va servir de conseiller technique et éventuellement partenaire privilégié dans le développement des stratégies, mais aussi dans la recherche de financement pour justement mettre à la disposition de la Guinée de l'Institut national du cancer. La mise en œuvre des recommandations de ce comité est attendue avant le mois de décembre 2023, ce qui va permettre d'aboutir à la réduction des défaillances constatées dans la chaîne de l'offre des services de soins en faveur des populations guinéennes. Nous allons prendre encore la direction de Forêt-Caria pour parler cette fois de la cérémonie de remise officielle des engrais et des semences, un appui de projet de production alimentaire d'urgence financé à hauteur de 25 millions de dollars par le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen, et une assistance pour lutter contre la cherté des intrants dans le pays. Fodé Camara pour des explications. La Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, deux crises dont les effets fragilisent encore l'équilibre de l'écosystème agricole à travers le monde, avec une flambée vertigineuse du prix des engrais et des semences. Face à ces crises combinées, le groupe de la Banque africaine de développement a mis en place la facilité africaine de production alimentaire d'urgence d'un montant de plus d'1 milliard de dollars pour les pays du continent. Une facilité qui vise à favoriser l'accès aux intrants. C'est dans cette facilité du groupe de la Banque africaine de développement, votre banque, que la Guinée a bénéficié de ce financement de 25 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de ce projet d'urgence pour réceptionner des semences de base, 50 tonnes de riz, 10 tonnes de maïs, 20 boutures de manioc, 3 200 000 semences d'igname et 500 tonnes de pommes de terre. Des semences hybrides, 50 tonnes de riz et 10 tonnes de maïs. Des semences climato-résilientes, 2000 tonnes de riz et 750 tonnes de maïs. Des engrais, 4845 tonnes d'engrais complexes NPK et 3185 tonnes d'urée et 3570 tonnes d'engrais organiques. Composé de fertilisants et de semences à haut rendement, cet appui vient relancer des petites et moyennes entreprises rurales tenues le plus souvent par des paysans très vulnérables. Nous sommes très heureux de recevoir ces engrais et nous avons une commande importante dont 80 tonnes sont venues aujourd'hui à Forêt-Caria. C'est des milliers de tonnes qui vont venir, non seulement en engrais mais aussi en semences, de riz, de maïs, de tubercules. Et nous ne pouvons que dire grand merci à la BAD et dire grand merci au ministre des Finances qui est le gouverneur de la Guinée auprès de la BAD, qui suit avec exactitude les instructions de M. le Président de la République, le colonel Madi Doumbouya,
qui a instruit de faire de l'agriculture le moteur de la croissance de la Guinée. C'est toute la Guinée qui bénéficie de ces apports. Ça a commencé en Guinée forestière. Vous avez vu il y a quelques mois, on a fait la réception de plusieurs camions d'urée en Guinée forestière. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Forêt-Karia avec le NPK. Je veux dire que ça ne fait que commencer. Nous comptons sur nos frères pour continuer dans cet élan. La Banque africaine de développement promet de continuer à accompagner l'agriculture guinéenne afin de stabiliser davantage des petits exploitants agricoles pour le bien-être des ménages les plus défavorisés. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour pour booster les moteurs de l'autosuffisance agricole en Guinée. Si avant, on achetait l'engrais jusqu'à 700 000 francs, ce qui est une réalité dans les boutiques des commerçants, aujourd'hui, le prix de l'engrais est fixé par l'État et nous l'achetons au prix de 300 000, ce qui est une réalité. La politique prioritaire d'appui au secteur agricole est d'éliminer les intermédiaires pour toucher les producteurs évoluant dans les périmètres périurbains et en milieu rural, surtout dans les zones les plus reculées. Merci à Fodé Camara. Pendant ce temps, une mission conjointe de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi était récemment en Haute-Guinée. Objectif, échanger avec les responsables des sociétés minières et leurs sous-traitants sur l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. D'autres questions comme la formation et l'emploi des jeunes ont été également abordées. Moussa Komara. En initiant cette visite sur les sites miniers, les directeurs généraux de l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels et de l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi ont bien voulu se rassurer du respect de la législation du travail et proposer des formations alternatives pour les jeunes en vue de faciliter leur employabilité. On faisait cette mission dans le cadre d'une sensibilisation et un échange avec les sociétés minières, en fait, dans la zone de Cancan. Donc, il était opportun pour nous de venir vers eux parce qu'il y avait beaucoup de difficultés qu'ils rencontraient pour lesquelles nous, on pouvait apporter des solutions. Avec les autorités de la SAG et les sous-traitants, les échanges sont francs et directs. Cette approche nous convient. Former les jeunes dans d'autres domaines, nous pensons même que c'est nécessaire parce que le minerai que nous exploitons, c'est une ressource non renouvelable. Donc, un jour, ça va finir. Et après, nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, former les jeunes dans d'autres domaines, nous pensons que vraiment c'est salutaire, c'est ce qui est durable. Personnellement, je commencerai d'abord par remercier vraiment cette mission qui a pris tout son temps afin de venir ici nous éclaircir sur beaucoup de points. Et personnellement, et aussi dans l'ensemble, je pense que nous avons tous été gratifiés. À Sigiri, tout comme à Kouroussa et à Mandiana, où la mission a longuement échangé avec les responsables de la société minière de Mandiana, le discours a été le même. Les entretiens avec les autorités locales ont permis de comprendre les raisons des remous sociaux dans les zones minières. Nous sommes fatigués par la façon par laquelle la société essaie de recruter les gens. L'AGIP n'est pas associé pour le recrutement. Et s'ils font des appels d'offres, c'est des appels d'offres fantômes. Nous voyons des gens ici qui sont recrutés, on ne le sait pas. Désormais, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi vont travailler en tandem pour impacter les cibles. Et puis, c'est officiel, la Guinée va abriter au mois de mai 2024 la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, une rencontre qui offre des opportunités d'affaires. En attendant, le ministère de la promotion féminine vient de signer un accord avec les organisateurs pour matérialiser l'engagement des autorités. Mohamed de Camara. Après le lancement du compendium des compétences féminines de Guinée, il y a quelques jours seulement, la Guinée s'engage désormais à travers cette signature à accueillir la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Une nouvelle preuve
qui matérialise l'engagement des autorités du CNRD à faire de la promotion des femmes une réalité dans le pays. Nous avons eu beaucoup de candidats, de pays candidats, peut-être une quinzaine, mais le choix est arrivé à la République de Guinée. Nous sommes très contentes puisque le FIED apporte beaucoup de solutions pour ces femmes-là. Nous qui avons déjà une expérience et nous avons des compétences pour pouvoir aider des femmes au niveau de la Guinée, puisqu'il y a des opportunités, il y a des compétences au niveau de la Guinée. C'est un projet grandiose où tous les institutions, les gouvernements nous demandent à venir vraiment organiser ce forum dans leur pays. Les responsables en charge de la promotion des femmes saluent l'opportunité de recevoir la 13e édition du FIED sur le sol guinéen, une action qui vise à promouvoir davantage les compétences féminines à l'échelle continentale et même internationale. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la valorisation des compétences féminines, la promotion de l'entrepreneuriat et l'amélioration du climat d'affaires en République de Guinée. Ça a été vraiment une épreuve pour nous, pour que nous puissions arracher, comme on appelle ça, cette victoire, parce qu'il y avait au moins une quinzaine de pays qui étaient en liste, qui voudraient vraiment abriter ce grand événement. Mais heureusement, grâce à l'appui de nos autorités, on a pu vraiment arracher cet événement. La Guinée, présente lors des précédentes éditions, notamment à Brazzaville et à Kinshasa, abritera à son tour au mois de mai 2024 cette 13e édition du FIED à Conakry. Et c'est également une bonne nouvelle pour la population de Kerouané. Bientôt, le programme d'enfants de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale va relancer les transferts monétaires. Ambition affichée, vous allez le voir, lutter contre la précarité au sein des familles les plus pauvres. Diamo Kaba. Les belles histoires de transferts monétaires vont bientôt reprendre leur petit bonhomme de chemin. Au sud-est du pays, Sanankoro, une des zones d'intervention de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès. Les 12 000 ménages touchés par la pauvreté sont représentés à Kerouané pour annoncer la bonne nouvelle, malgré le retard. Nous sommes très reculés du centre-ville. Aucune activité génératrice de revenus. Nous sommes très pauvres ici. Ils ne savent pas où se confier. Comment nourrir la famille? Donc, voilà pourquoi l'État, surtout guinéen, a vu que la Guinée a dépassé ce cap-là. Il faut prendre des dispositions, il faut aider nos citoyens. Les travaux consistent à mettre en place les membres des comités de suivi du projet. Une fois des aptitudes renforcées sur la gestion des plaintes, ces assistants techniques de l'ANIES vont sillonner les 7 communes rurales de Kerouané et la commune urbaine. Parmi les orientations, le rapportage des données au niveau local. Venant du conseil communal, venant des représentations des femmes, des représentations des jeunes, de la société civile, se retrouvent pour être outillés à l'effet de bien trancher l'ensemble des litiges qui vont être à leur niveau une fois que les transferts monétaires commencent. Sanankoro et Beila font partie de la première phase du transfert monétaire. Comme les assistants sociaux de Kerouané, ceux de Beila sont aussi réorganisés pour gérer des plaintes. Des rencontres d'espoir pour réduire la pauvreté et les inégalités. Une priorité au cœur de l'action publique pour plus d'inclusion et de justice sociale. Une question à présent. Comment faciliter l'intégration dans l'espace CEDEAO? L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, misent sur le renforcement de la cohésion transfrontalière. Les préfectures de Beila et Lola bénéficient de cette initiative qui comporte des matchs de gala et des dialogues communautaires. Mohamed Saliou Paya. Des activités de cohésion sociale transfrontalière afin de favoriser le développement rapide de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, c'est la démarche entreprise par Tolkien Drum Studio Guinée dans les préfectures de Beila et de Lola. Les sous-préfectures de Guéasso et Guessoba abritent les festivités. Nous avons déroulé une série d'activités, à l'occurrence le théâtre participatif,
la tribune d'expression populaire, le focus group sur les mécanismes d'alerte précoce. Et nous avons tout clôturé en apothéose avec un mail de gala entre deux équipes appelées le dialogue et la paix. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet transfrontalier Guinée-Côte d'Ivoire, dont l'objectif est d'unir, de rapprocher les agriculteurs et les éleveurs. Les jeunes étant les principales cibles, le dialogue à travers le sport est la voie privilégiée pour célébrer la paix. Ce match de football a permis non seulement de rapprocher les jeunes, mais a créé une cohésion sociale entre toute la population. Cette rencontre est beaucoup plus importante parce que chez nous, l'enjeu chez nous ici, c'est la paix. C'est la clé du succès et du développement. Quand il y a la paix et que le dialogue s'installe entre les communautés, je crois que c'est ça la clé du développement. Et c'est ce que nous vous demandons. Renforcer la cohésion sociale transfrontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire est un projet conjointement mis en œuvre par l'OIM et la FAO. Il est exécuté par Tolkim Drum Studio Guinée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et puis, comment accompagner les enfants orphelins de Guinée? 100 millions de francs guinéens sont offerts à Grampé par la Fondation Makongo Charity. C'est une enveloppe destinée aux travaux de construction d'un orphelinat pour la prise en charge des enfants en situation difficile. Bakari Bamba Kondé. La Fondation Makongo Family Charity et la Fondation Grampé pour l'humanitaire, deux structures différentes, mais les objectifs convergent. Il s'agit pour elles d'aider ensemble les enfants démunis du pays à travers des assistances sociales. Pour le matérialiser, le président de MAFAC offre 100 millions à la Fondation Grampé afin de faciliter la construction de l'orphelinat initié par l'artiste dans le cadre de l'entretien et le suivi des enfants déshérités. Je suis motivé par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Sur l'axe social, j'ai trouvé Grampé, il est très engagé pour la cause humanitaire. C'est pourquoi je suis venu soutenir Grampé pour soutenir la fondation sociale du président de la République. On compte d'engager dans le développement social équilibre dans l'ensemble du territoire guinéen. Cet appui financier de la Fondation Makongo Family Charity va faciliter le démarrage des travaux de la maison sociale de Grampé, prévue dans la sous-préfecture de Maferegna à plus de 50 km de la capitale. Une fois réalisée, elle va aider à l'éducation et à la formation des orphelins de la République selon le bénéficiaire. Pour les enfants, pour les orphelins. Pourquoi on va construire pour les enfants orphelins? Donc il a fait, il a bien fait. C'est pourquoi dans la vie, il faut être comme ça. Et de les porter. Pourquoi les oublier? L'artiste Grampé et Dr David Makongo souhaitent à travers cette union que toutes les personnes de bonne volonté œuvrent en faveur des enfants orphelins afin qu'ils éprouvent l'espoir de vivre comme les autres enfants vivants avec leurs parents. Et voici à présent, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité internationale avec tout d'abord au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko qui pourrait de Ziguinchor. Dans l'actualité africaine toujours, en République démocratique du Congo, l'état de siège sera progressivement allégé en Ituri, dans le Nord Kivu. C'est le chef de l'État lui-même qui l'a annoncé à 2 mois des élections générales. Cette décision permettra aux candidats de se rendre dans ces 2 provinces où sévissent les bandes armées. Et enfin, les institutions financières internationales comptent se réformer. Comment améliorer la lutte contre la pauvreté pour le développement, notamment en Afrique? Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI se penchent donc sur la question à Marrakech, au Maroc. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.